Ce balado est une présentation de la Fabrique culturelle de Télé-Québec en collaboration avec Transistor Média. Robert Lalonde a écrit « La nuit descend doucement, éteignant la fugitive magnificence. À la radio, une voix inconnue chante « Ne tuons pas la beauté du monde ». Vous écoutez Signal Nocturne. Je regarde en arrière avec un peu de tendresse et de nostalgie. Et un peu de confusion, pour être franc. Ce qui se passait en mars 2020, avec la fermeture des salles partout dans la province, le rapport au temps qui est devenu élastique, malléable, chaotique. Les réflexions aussi qui ont éclos durant ces mois de silence, pendant que les projecteurs étaient fermés. Les discussions que ça a suscitées ici, dans le phare, et partout ailleurs. J'ai l'impression qu'il n'y a pas juste le rapport au temps qui a changé, mais aussi notre rapport aux mots. Surtout ceux écrits et ensuite chuchotés, criés, scandés et soufflés par des comédiennes et comédiens partout dans la province. La soirée qu'on va passer ensemble, c'est comme un hommage à ces mots, ces histoires, ces personnages et ces personnes. Stéphanie Jasmin nous invite dans son univers par l'entremise de son texte « Les 10 commandements de Dorothy Dix », une pièce de théâtre inspirée par la voix de sa grand-mère. Stéphanie Jasmin est une femme de théâtre qui co-dirige la compagnie Ubu avec le metteur en scène Denis Marleau. Elle est scénographe, conceptrice vidéo, auteure et metteur en scène. Dans la pièce « Les 10 commandements de Dorothy Dix », présentée pour la première fois en 2022, Julie Le Breton est seule sur scène. Elle est entourée de 3 grandes toiles sur lesquelles sont projetées des images de plages et de mer, une sorte de plan-séquence qui flotte dans le temps et l'espace. Julie incarne une femme jamais nommée qui a tous les âges en même temps, enfant, adolescente, adulte, aînée. Une femme qui a traversé le 20e siècle et tous ses changements sociaux, politiques, économiques. Une femme en quête de bonheur qui respecte à la lettre les 10 commandements de la chroniqueuse américaine Dorothy Dix. Pour commencer, Julie Le Breton explique ce qui l'a interpellée à la première lecture du texte de Stéphanie Jasmin. Il y a quelque chose de très happant dans l'écriture de Stéphanie. On est tout de suite projeté et happé dans une espèce de mouvement de ressac où on avance et on recule et on avance et on recule dans la vie de cette femme. Et on a accès à... Et pendant que je fais ça, j'avance et je recule du micro pour que les gens comprennent bien à la maison. J'adore. Le mouvement, voilà, c'était pas voulu. Mais à travers ce mouvement-là, on a accès à une parole, à une psyché et à l'âme d'une femme d'une façon que moi, j'avais jamais vue ou lue. C'était la première fois que j'entrais dans un personnage ou que je tombais dans un texte où il y avait une parole de femme qui était exprimée de cette façon-là, avec autant de sensibilité, de sensualité et d'intelligence et de retenue. Et elle nomme des choses qui sont rarement dites par rapport à la maternité, par rapport au désir refoulé, par rapport à ce qui fait de nous... des petites bêtes à la recherche de quelque chose qui nous élève et qui donne un sens à nos vies. Donc, j'ai été bouleversée dès la première lecture. Je me souviens avoir été saisie, avoir pleuré. C'est vraiment venu toucher des zones très, très fragiles et sensibles en moi, dans lesquelles je me reconnaissais beaucoup. Et sans jamais tomber dans une psychologie ou dans des espèces de pièges qui pourraient nous amener à prendre des raccourcis faciles, Stéphanie arrive à créer l'essence d'une femme sans artifice. Puis ça, c'est rare. Puis
c'est très beau, puis je pouvais pas vraiment passer à côté. Dorothy Dix, qui était cette femme? Alors, Dorothy Dix était une chroniqueuse journaliste américaine, née à la fin du 19e siècle, morte en 1951, je pense, qui a commencé à tenir une chronique assez tôt dans sa carrière, qui a duré longtemps, des décennies, des chroniques sur le... En fait, elle répondait à des lecteurs, elle donnait des conseils de vie, des conseils de toutes sortes, mais surtout pour les femmes, d'ailleurs. Et à un certain point, elle a eu des millions de lecteurs parce que les articles étaient vendus à d'autres journaux dans le monde. Alors, elle a connu quand même une très, très grande popularité. Moi, je la connaissais pas. En fait, c'est ma grand-mère, cette personne dont je m'inspire pour l'écriture de ce texte, dont je me suis inspirée, qui m'a parlé de ça à la fin de sa vie, qui m'a parlé des 10 commandements de Dorothy Dix pour être heureuse, qu'elle avait lu, relu, qui avait quand même été important pour elle. Et donc, ça a piqué ma curiosité. Et j'ai fait une recherche et j'ai retrouvé ces commandements. Et ça m'a frappée, en fait, en les lisant, parce que je reconnaissais quelque chose de ma grand-mère dans tout ça, dans sa façon d'avoir envisagé la vie. Donc, c'est devenu un peu une sorte de structure inconsciente pour ce personnage qui arrive comme par écho, ces commandements. Écoutons Julie Le Breton nous lire un premier extrait de la pièce dans lequel le personnage de la femme nous fait la liste des 10 commandements de Dorothy Dix. J'ai 20 ans, je lis le New York Journal et dans ce journal, il y a cette femme qui signe Dorothy Dix. Je la lis toujours. Je lis ce qu'elle répond à celles qui veulent savoir comment aimer, aux questions de celles qui veulent savoir comment vivre. Je la lis attentivement, de jour en jour plus attentivement. Je la connais maintenant par toutes les réponses qu'elle donne à mes questions silencieuses. Je ne lui écris jamais, c'est elle qui répond sans cesse. Dorothy Dix me devine, elle me parle, elle me dit comment. J'ai 20 ans et je suis dans le tramway, jour de fin d'automne, sombre et court. Dans le journal de ce jour, Dorothy Dix a écrit « 10 dictates for happiness » 10 commandements pour être heureuse. Enfin, quelqu'un qui me dit comment faire, qui me dit que c'est possible. Je lis et relis ces 10 commandements, il faut que je les apprenne par cœur. First, make up your mind to be happy. Second, make the best of your lot. Third, don't take yourself too seriously. Fourth, don't take other people too seriously. Fifth, don't borrow trouble. Sixth, don't cherish enmities and grudges. Seventh, keep in circulation. Eighth, don't hold postmortems. Ninth, do something for somebody less fortunate than yourself. 10th, keep busy. Dans ces 10 commandements de Dorothy Dix, contrairement à ceux que Moïse a pu recevoir au Mont Sinaï, il y a une prise de possession de son bonheur, il y a une rupture même avec Dieu qui est l'unique responsable du bonheur. Et j'ai comme l'impression que ça arrivait à un moment où soudainement les femmes commençaient à avoir accès à une mainmise sur leur vie et qu'à travers certaines de leurs décisions et de leurs choix et de leur façon de fonctionner au quotidien, elles pouvaient accéder à ce bonheur-là. Je pense que c'était comme une espèce de première base d'outils que Dorothy Dix a pu offrir. Oui. Et elle était lue par... Tu sais, ça allait jusqu'à 60 millions de personnes à travers le monde. C'est énorme. C'est presque la Bible pendant une certaine époque. Mais c'est tout à fait vrai, puis c'est ça qui est paradoxal, c'est qu'en même temps, il y a presque des bouées d'émancipation dans ces commandements-là, mais pour les femmes qui n'avaient pas encore tous les outils pour y répondre, donc ils le faisaient à leur façon, dans leur vie, avec les limites du cadre, ce qui était à la fois une perspective d'espoir, mais en même temps une difficulté d'accès aussi. Ouais. C'était comme cette idée que vous pouvez faire votre bonheur seul, c'est votre responsabilité, si vous pouvez voir la vie du bon côté ou du mauvais côté, ben ça faut prendre sur soi. Pour faire ça, il faut avoir curieusement une sorte d'abnégation de ses problèmes, de ses tourments, de sa peine, pour construire cette image positive. Donc, c'est presque un piège. En fait, ça double tranchant. Ouais. Mais effectivement, Dorothy Dix a été aussi un élément moteur d'émancipation. Je suis tout à fait d'accord avec toi.
Comment s'est passée la discussion autour du personnage de cette femme, comme tu l'as nommée, Julie, lorsque vous êtes arrivés en lecture, en salle de répétition? Ben, d'abord, il y avait Denis Ouais. Marleau qui est metteur en scène et qui j'étais très contente qu'il accepte de faire la mise en scène parce que j'avais besoin de son regard à la fois de côté et proche pour pouvoir aborder le texte qui m'était plus intime que notre texte, finalement. Et j'ai quand même été présente quelques fois au début, puis je pense qu'il y avait la nécessité quand même de parler de ma grand-mère, puisqu'elle est le modèle initial, même si ce n'est plus sa voix, c'est une autre voix, c'est une autre façon d'aborder l'existence ou la vie que j'ai écrite. Et donc, c'est sûr qu'il y a eu une sorte de récit, un peu récit familial, en tout cas des relations que moi j'avais avec elle. Pourquoi j'ai écrit aussi sur elle? C'est vrai que souvent au théâtre, on va s'intéresser à des personnages qui ont vécu des tragédies ou qui ont fait des grandes choses ou qui ont des histoires exceptionnelles. C'est plus grande que nature. Là, en l'occurrence, je pense que c'est une vie qui est une vie pleine, mais qui est une vie comme plein d'autres vies, qui n'a pas de ressorts dramatiques qui sont démesurés ou qui sont... mais qui, justement, de parler de ça, c'est ça aussi que toutes ces vies, comme celle de ma grand-mère, recèlent quand même plein de rêves, de projections de soi, de pensées, de comment on fait parler ces voix-là. Et donc, moi, ça part tout simplement de cette relation d'abord avec ma grand-mère que j'ai entendue une fois dire quelque chose qui était inhabituel et elle était alors très âgée et j'ai entendu la voix d'une femme. J'ai pas entendu la voix d'une femme âgée. À ce moment-là, j'ai perçu tout d'un coup la voix de cette femme qu'elle a été, que je n'ai pas connue. J'ai connu ma grand-mère, mais j'ai pas connu la jeune femme, la femme de 30 ans, de 40 ans. Et là, je reconnaissais cette voix inchangée, même si la voix était plus fragile dans son énoncé. Elle était la voix d'intérieur, intime, désirante, manifestante, d'avoir peut-être voulu autre chose ou rêvé autre chose. Et c'est comme si cette petite voix, ces 3 mots, 4 mots que j'ai pu entendre, c'est là que j'ai compris quelque chose sur la vieillesse aussi. Que la vieillesse est à la fois un enjeu physique, de changement physique, de transformation sociale, du regard des autres, mais que fondamentalement, il y a quelque chose qui ne change jamais en nous. Et j'ai voulu prendre cette parole et l'élaborer, essayer de tisser quelque chose avec ça, comme pour lui donner voix. À nouveau, Julie Le Breton nous lit un extrait des 10 commandements de Dorothy Dix. J'entends la pluie contre la vitre. J'entends la pluie comme un métronome contre la vitre. Je ne joue pas de piano, je coupe des carottes. J'ai 50 ans et je coupe des carottes. Elles se sont multipliées ces dernières années. Des poches de carottes ont envahi la maison. Je les prends, les brosse, les coupe, puis les mets dans la machine broyeuse qui prend place dans la minuscule cuisine de ma maison. Dans cette cuisine trop petite, sans vue directe dehors. Je les brosse, les coupe pour les broyer ensuite dans cette machine bruyante, d'où sortira un jus orange vif au goût de terre. Un élixir magique qui nous fera vivre 100 ans, mon mari et moi. Une éternité grâce aux carottes. Un élixir pour mon mari qui a frôlé l'arrêt du cœur et qui a décidé de purifier son corps par le jus de carottes. Tant de carottes qui envahissent la cuisine. Tant de travail éternellement recommencé comme les vêtements à laver, à sécher, à plier, à ranger. Puis à laver, à sécher, à plier, à ranger. Cycle sans fin et envahissement des autres par la trace de leur corps, de leur chute, de leur gourmandise, de leur sang qui tâche. Ils sont tous là. Emplis à lisser, accumulés ensuite en pile droite à faire disparaître dans les tiroirs d'une commode à l'autre. Le métronome continue et rythme la coupe de mes carottes. Un des derniers mots de ma grand-mère, pas les derniers mots, c'est pas vrai. La dernière fois qu'elle est allée au bord de la mer, le bord de la mer était pour elle un lieu de très, très vital. Depuis qu'elle était jeune mère, c'était chaque été, elle trouvait sa liberté, sa part de liberté là, puisque les enfants jouaient un peu partout, puis elle se sentait libre et elle aimait la mer fondamentalement. Et la dernière fois qu'elle est allée, je me souviens d'une parole, elle regardait la mer avec ses yeux. Je voyais presque le reflet de la mer dans ses yeux, puis elle disait que c'est beau.
que c'est beau. Puis elle disait pas que c'est beau de façon anecdotique. Je sentais que c'était un souffle qui venait du plus profond d'elle-même, comme si elle disait adieu à la mer. Et donc, c'est un lieu qui était très important pour elle, qui était très important pour moi, qui est encore important pour moi aussi. Et c'est un lieu aussi qui ne change pas, c'est-à-dire que c'est un lieu qui actualise constamment le moment où on est rendu dans la vie. On se retrouve devant, c'est pareil, mais nous, on a vieilli, on les années ont passé, on a un enfant tout d'un coup, on pourrait faire un film rapide de la vie de quelqu'un devant la mer, mais ça changerait jamais, le paysage changerait jamais. Je veux revenir sur cet élément-là du vieillissement et je trouve ça fort intéressant qu'on amène une dimension autre à cette thématique-là parce que quand on réfléchit à la façon dont, je sais pas, créativement, médiatiquement ou même en tant que société, on parle du vieillissement, c'est rare que c'est fait de façon profonde. Souvent, ça reste en surface, on simplifie ces enjeux-là. Quand on parle du vieillissement, on en parle comme d'un sujet. Souvent, c'est à part. C'est comme si on devait avoir des points de vue presque spécialistes ou spécialisés ou traiter différemment les choses, alors que pour moi, c'était même pas le thème, mais c'était complètement intégré à la vie. C'est la continuité, c'est l'histoire d'une vie. En fait, cette conscience que j'essayais de capter, elle a tous les âges parce que quand vous vous remettez à 10 ans ou à 15 ans, vous dites pas j'étais un petit garçon. Vous en souvenez comment vous étiez intérieurement. Il y a les souvenirs, il y a les actions, il y a les faits, mais intérieurement, on se souvient facilement et rapidement ou c'est fluide, le temps est fluide à l'intérieur de notre histoire. Donc, le vieillissement, c'est juste une autre étape de vie, si on peut dire, mais fondamentalement, notre être se module à travers ces changements-là qui nous arrivent, l'adolescence, la vie adulte, tout ça. Mais pour moi, ce n'est pas séparé et c'est pas un enjeu. C'est justement un point où on peut faire exister tous ces temps-là. Ils sont contenus en nous. En fait, ça suscitait chez nous plein d'exemples de souvenirs ou de façons de se sentir dans le temps en relation avec nos parents, nos frères, nos morts, qui nous ramenaient pas juste à parler d'une époque, en fait. Pour une dernière fois, la comédienne Julie Le Breton, dans un extrait de la pièce « Les 10 commandements » de Dorothy Dix. Un jour, je suis partie avec un nouveau manteau bleu et une petite valise chez les sœurs. Ces femmes ne me regardent pas non plus, mais elles m'espionnent sans cesse. Je ne comprends pas ce qu'elles veulent. J'essaie d'être une belle image comme avec ma mère, mais ce n'est jamais la bonne. Elles voient des choses que je ne vois pas. Elles disent des mots que je ne connais pas et prennent ma main pour la frapper. Le soir, dans mon lit, je dois mettre mes mains sur la couverture. Mais comment faire pour essuyer les larmes qui coulent de mes joues ? Il faut que je tienne cette image, couchée sur le dos avec les mains déposées sur la couverture le long de mon corps sans pouvoir les réchauffer. Une gisante qui fait la morte. Je ferme les yeux. Mes mains aux ongles vernis déposées sur mes cuisses et sur cette robe de bal que j'ai cousue moi-même. Je suis assise le dos droit sur un banc dans ce bal, regardant un photographe qui m'interpelle. La photo est dans le journal quelques jours plus tard, le bal des débutantes. Ma mère est très fière de cette image de moi dans le journal. Elle aime beaucoup cette image, je crois. Je suis cette image qu'elle aime. L'amour n'est pas si sérieux. Il suffit de composer l'image. Je serai une sainte plus tard. Mon image sera miraculeuse. On la regardera avec amour et vénération. Elle sera plus forte que moi, plus forte que tout. Il suffit de tenir l'image. Tout va bien. Avant de vous dire au revoir, je vous recommande chaudement la lecture du texte « Les 10 commandements de Dorothy Dix » de Stéphanie Jasmin, publié aux éditions Somme Toute. Merci à Guy Varin et toute l'équipe du Théâtre français du Centre national des arts, avec qui c'est toujours un bonheur de collaborer. Je salue également les équipes qui travaillent à la production de Signal Nocturne, pour Télé-Québec, la coordonnatrice Nadine Deschamps, la technicienne de production Erika Coutu-Lamarche, la chef de contenu Ariane Graton-Jacob, l'édimestre Sophie Richard et la directrice de la Fabrique culturelle et des partenariats, Jeanne Dompierre. Pour Transistor Média, Tenaga Studio à la musique originale,
Antonin Viss à la conception sonore, au montage et au mixage, Sophie Gemme à la recherche, Claire Thévenin chargée de production, Louis-Philippe Roy aux communications, Stéphanie Lorrain à la production exécutive et moi-même, Julien Morissette, à l'animation et la réalisation. Abonnez-vous dès maintenant à Signal Nocturne dans l'application de balado de votre choix ou écoutez-nous sur lafabriqueculturelle.tv. On vous propose un nouvel épisode chaque vendredi soir. Je m'appelle Julien Morissette. Bonne nuit.